Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu. Vous m'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, sur TikTok principalement où j'ai 23 000 abonnés et sur Instagram. Mon nom sur les réseaux c'est Matt Politique et je parle de l'actualité politique belge. Aujourd'hui je souhaite lancer un peu plus YouTube et donc j'ai eu cette idée de faire ici aussi un format sur les actualités politiques belges qui se sont écoulées durant la semaine. Voici donc les Belgactus de la semaine. Crise ou pas crise gouvernementale, pour l'Arizona, le feu est à l'orange. On a des indicateurs selon lesquels on pourrait effectivement rentrer dans une crise gouvernementale. La question qui fâche, c'est celle de la Palestine et du génocide en cours dans la bande de Gaza. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, la Belgique ne reconnaît pas la Palestine, il n'y a pas non plus de sanctions décidées par la Belgique à l'encontre d'Israël. Et depuis des mois, les partis de gauche, dont l'opposition, donc le PS, le PTB et Écolo dans une moindre mesure, essayent de mettre la pression sur le gouvernement Arizona pour faire changer les choses et pour que la Belgique reconnaisse officiellement la Palestine. L'accord du gouvernement Arizona prévoit une reconnaissance de la Palestine, mais depuis qu'il a été mis en place ce gouvernement, eh bien jusqu'ici, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Mais depuis le début de l'été, dans la bande de Gaza, la situation humanitaire ne fait que se dégrader. Venant des journalistes sur place, on a de plus en plus de preuves qu'en plus du génocide qui est en cours, une famine s'est installée durablement. L'aide humanitaire qui était bloquée par Israël a repris depuis quelques jours, mais l'ONU estime que cette aide est largement insuffisante pour combler cette situation de famine. Face à cela, les partis de l'Arizona réagissent différemment. Voreut a mis de plus en plus la pression pour qu'on reconnaisse la Palestine et pour qu'on sanctionne Israël. Connor Rousseau a clairement exprimé le fait d'aller à la crise gouvernementale, de renverser le gouvernement fédéral si c'était nécessaire, ou bien alors de faire voter la reconnaissance de la Palestine par une majorité alternative à la Chambre des représentants. À droite, la NVA s'est montrée longtemps très réticente, mais semble changer de position pour le moment et plutôt se ranger à l'avis de Voreut, tandis que l'EMR, lui, reste sur une position beaucoup plus ferme. Georges-Louis Boucher ne veut pas entendre parler d'une reconnaissance de la Palestine, il ne veut pas entendre parler non plus de sanctions contre Israël. Le président des réformateurs estime que reconnaître la Palestine pour le moment, c'est une erreur. Pour lui, ça arrédira la position d'Israël, ça rendra plus difficile les négociations en vue d'une paix et puis aussi les livraisons d'aide humanitaire. Et ce qui semble le bloquer énormément aussi, c'est le fait que reconnaître la Palestine, pour lui, serait aussi légitimer le Hamas, considéré comme terroriste, et ça, Georges-Louis Boucher n'en veut surtout pas. Au centre, le gouvernement Arizona compte deux partis, le CDNV et les engagés. Du côté du CDNV, on a vu Sami Mardi faire des sorties assez virulentes dans la presse. Il ne veut pas, dit-il, devenir un collaborateur, par exemple. Et du côté des engagés, Maxime Prévost a promis de déposer une proposition sur la table du gouvernement après la rentrée parlementaire en vue de reconnaître la Palestine. Les deux partis se rangent donc à cet avis de la reconnaissance de la Palestine et l'EMR semble de plus en plus isolé, seul parti à ne pas vouloir en entendre parler. Il faut savoir que normalement ce sont les vacances parlementaires. Depuis le 21 juillet et jusqu'au 15 septembre prochain, normalement, l'ensemble des députés de la Chambre des représentants et le gouvernement est en congé. Le Premier ministre d'ailleurs est en Afrique du Sud pour le moment. Mais voilà, les congés vont être écourtés pour certains. L'opposition a demandé et obtenu une réunion d'urgence de la Chambre des représentants. Ça sera la Commission des affaires étrangères. Elle se fera le 14 août et on y attend le Premier ministre mais aussi le ministre des Affaires étrangères. L'objectif, débattre de la situation en Palestine et clarifier la position de la Belgique. Mais vous le voyez, les partis de l'Arizona ne sont pas d'accord entre eux et on se dirige tout doucement mais sûrement vers une crise gouvernementale puisque d'un côté les partis de gauche, donc Voreut, le PS, le PTB, Écolo et les centristes aussi, donc le CDNV et les engagés, pourraient s'allier pour voter la reconnaissance de la Palestine via une majorité alternative. Mais de l'autre côté, pour l'instant, Georges-Louis Boucher et donc l'EMR est très clair. Si la reconnaissance de la Palestine est votée avec une majorité alternative, eh bien, les réformateurs feront tomber le gouvernement. Pour l'instant, on n'est donc pas dans une crise gouvernementale à proprement parler, on est plutôt dans un moment où on se dit attention, elle pourrait arriver. Il faudra voir lorsque le Premier ministre
rentrera d'Afrique du Sud, comment il va gérer la situation et si Georges-Louis Boucher va changer d'avis. Autre sujet, les réformateurs ont vraiment été à la une de l'actualité cette semaine. Ils ont cumulé 3 scandales différents. D'abord, l'utilisation d'une carte pour personnes handicapées. Ensuite, du côté de Braine-le-Comte, le bourgmestre a été inculpé pour incitation à la débauche d'un mineur. Et enfin, à Nivelles, l'ex-échevin des sports, lui, s'est vu ressortir une photo sur laquelle il portait un drapeau nazi. Je vous propose de commencer par la carte handicapée. C'est une affaire qui a été révélée par le magazine Le Vif après une enquête de plusieurs mois. À Mons, dans le quartier où habite Georges-Louis Boucher, il faut une carte riverain pour stationner dans la rue, carte que le président des réformateurs n'aurait pas demandé auprès de la commune pour l'une des voitures qu'il utilisait. Cette voiture n'appartient pas directement à Georges-Louis Boucher, elle appartient au mouvement réformateur et jusqu'au mois de décembre 2024, elle aurait cumulé jusqu'à 26 PV de stationnement. Ensuite, les PV ont disparu. Pourquoi? Eh bien parce que le chauffeur de Georges-Louis Boucher aurait mis dans la voiture une carte pour personnes handicapées. Cette carte serait restée dans la voiture au moins jusqu'au mois de février 2025. Problème, le chauffeur de Georges-Louis Boucher n'est pas handicapé. Cette carte appartient en fait à son père. Seulement voilà, les règles d'utilisation d'une carte handicapée sont très strictes en Belgique. La carte est strictement nominative. La personne atteinte d'un handicap doit se trouver avec dans la voiture ou alors la voiture doit être stationnée pour l'utilisation de la personne atteinte du handicap. Plus fâcheux encore, le père du chauffeur serait décédé. Or, une carte handicapée ne peut pas être gardée, elle doit être remise dans les 30 jours à la commune. On ne sait pas quand son père est décédé ni de quoi, mais en plus de cela, Georges-Louis Boucher et sa compagne Lucie Demaret auraient occasionnellement conduit le véhicule. Ils disent avoir de temps en temps rendu service au chauffeur, l'avoir ramené depuis le domicile de Georges-Louis Boucher jusqu'au siège du mouvement réformateur et inversement, Georges-Louis Boucher dit ne jamais avoir remarqué la présence de la carte dans la voiture. Autre scandale, Maxime Day, le bourgmestre de Braine-le-Comte, a été officiellement inculpé pour incitation à la débauche d'un mineur, donc le fait de chercher à obtenir des faveurs sexuelles d'un mineur par des promesses ou autres moyens. Maxime Day est âgé de 42 ans, en plus d'être le bourgmestre de Braine-le-Comte, il est également parlementaire wallon et ça c'est important, ça signifie qu'il dispose d'une immunité parlementaire, autrement dit il ne pourra pas être condamné si cette immunité n'est pas levée. Alors, quels sont les faits qui lui sont reprochés? Eh bien, durant l'été 2024, il aurait échangé avec un ou plusieurs mineurs au moyen de la messagerie Snapchat. Il aurait échangé des messages à caractère sexuel avec l'envoi de photos et vidéos. Maxime Day était déjà visé depuis un moment par une instruction dans le cadre de cette affaire. L'opposition lui avait demandé de démissionner, mais il avait réagi au mois de mai en expliquant que non, il ne démissionnerait pas. Le voilà maintenant officiellement inculpé. Il a donc à nouveau réagi en expliquant qu'il n'y aura toujours pas de démission, mais par contre un pas de côté très clair. Il déléguera la représentation officielle de sa ville. Il insiste, une inculpation n'est pas une condamnation. Et puis le MR lui a également demandé la plus grande discrétion. Plus question de représenter le parti. Dernière affaire pour le MR, Germain Dan, l'ex-échevin des sports de la commune de Nivelles, a vu une photo de lui portant un drapeau nazi ressurgir. La photo aurait été prise il y a des années lors d'un camp scout auquel Germain Dan participait en tant que jeune. Il explique dans le journal L'Avenir que le drapeau a été dérobé dans un stock de reconstitution militaire. Ensuite, la soirée a été très arrosée. Il aurait été bizuté et puis s'est retrouvé en slip, ivre avec le drapeau sur le dos. Germain Dan présente ses plus sincères excuses. On parle donc d'un moment où Germain Dan était très jeune, sans doute adolescent, puisqu'il était lui-même l'un des scouts. Il explique qu'une fois que les chefs se sont rendus compte des faits, ils ont sévèrement recadré les jeunes et puis ils sont allés restituer le drapeau. La photo aurait ensuite été gardée pendant plusieurs années et elle est ressortie il y a quelques mois sur X et puis les faits ont vraiment explosé lorsque Urbiz, un autre influenceur politique plutôt sur Instagram, a décidé de la ressortir également. C'est là que toute l'opinion publique a été mise au courant.
À Nivelles, l'affaire a fait beaucoup de bruit. Du côté des engagés, on a publié un communiqué de presse. Les engagés sont le parti du bourgmestre Bernard Dereau. Ils expliquent qu'ils sont choqués par les faits, mais s'interrogent aussi sur la méthode qui consiste à ressortir une photo après plusieurs années. Et puis, ils terminent leur message en faisant de la prévention sur l'alcoolémie. Du côté du PS, par contre, on s'indigne beaucoup plus fort. On parle d'un acte qui mérite des sanctions. Et du côté des réformateurs, c'est Adrien Dolimon lui-même qui a réagi. Germain Danne travaille pour le ministre président de la région Wallonne. Il s'est dit extrêmement choqué. Il a, dit-il, fermement recadré Germain Danne. Germain Danne confirme d'ailleurs avoir été recadré. Et puis, il se veut très clair. Si les faits étaient survenus alors que Germain Danne était déjà employé au cabinet du ministre président Adrien Dolimon, sa décision, dit-il, aurait été radicale. Enfin, dernière actu, un stock qui équivaut à plus de 8,3 millions d'euros de contraceptifs américains est stocké à Heel en Flandre, risque d'être détruit sur ordre de Donald Trump. Ce stock est destiné normalement aux pays défavorisés. Beaucoup d'ONG sont actuellement en train de se mobiliser pour essayer de le sauver. Donald Trump a en fait posé deux actes qui, d'après les États-Unis, justifient la destruction de ce stock. Le premier, c'est la politique dite de Mexico. C'est en fait un décret présidentiel qui avait d'abord été pris par Ronald Reagan, qui a ensuite été annulé et qui donc au mois de janvier a été remis en place par Donald Trump. Ce décret, il interdit le financement des ONG étrangères aux États-Unis qui pratiquent l'avortement ou qui militent en sa faveur. Ensuite, il y a le démantèlement de l'USAID décidé par Donald Trump. Or, justement, ce stock de plus de 8,3 millions d'euros de contraceptifs, il avait été acheté par l'USAID sous la présidence de Joe Biden. Ce stock était donc destiné à des pays défavorisés, essentiellement en Afrique. Beaucoup d'ONG s'inquiètent de sa destruction. Médecins sans frontières parlent même d'un acte irresponsable de la part des États-Unis. La crainte, évidemment, c'est qu'il y ait beaucoup de grossesses non désirées et des avortements qui se fassent dans des conditions qui ne sont pas sécurisées. D'après le journal The Guardian, le stock aurait dû être détruit avant le début du mois d'août. Il aurait dû pour ça être transféré en France où il devait être incinéré. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'indication que le stock a bel et bien été détruit. On ne sait même pas s'il a été transféré depuis la Belgique vers la France. Aux États-Unis, certains députés dénoncent un gâchis, tandis qu'en France, une partie de la classe politique, surtout les partis de gauche, ont interpellé le président Emmanuel Macron pour lui demander d'intervenir et d'empêcher la destruction du stock. En Belgique, c'est Sophie Rohony, la présidente du parti Défi, qui a réagi la première. Elle a également écrit au président Macron pour lui demander aussi d'intervenir et d'empêcher la destruction du stock. Et puis, Maxime Prévost, notre ministre des Affaires étrangères, s'est dit en relation avec l'autorité américaine et il essaye également de négocier et d'empêcher la destruction. Les États-Unis, cependant, semblent vouloir rester inflexibles. On sait qu'au moins 2 ONG ont proposé le rachat du stock, mais rien n'y fait, ça a été refusé.